Bonjour, je m'appelle Gauthier Renaud, je suis email marketeur et copywriter et je suis sur la chaîne de Franck Maes, le disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur, attachez vos ceintures. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans cet entretien plutôt. Bonjour Gauthier, comment tu vas? Bonjour Franck, très bien et toi? Ça va super. Bah écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet si tu veux bien. Ouais. Pourquoi les mots ont-ils autant d'importance, que ce soit d'ailleurs dans la vente ou dans le branding? En fait, au-delà même de la vente et du branding, je pense que les mots, en fait, sont le premier moyen de communication en fait qu'on a. C'est-à-dire, c'est ce qui sert à raconter des histoires, c'est ce qui sert à échanger, c'est ce qui sert à apprendre, c'est ce qui sert à, même dans la culture, à faire de la musique, c'est ce qui sert à faire du cinéma. Parce que si on regarde le cinéma, avant d'être une œuvre visuelle cinématographique, c'est d'abord un scénario, donc c'est des mots sur un papier. Donc en fait, les mots, c'est vraiment la base de tout, en fait, de tous les échanges. Et après, si tu mets ça sur la vente et le branding, c'est la même chose. C'est les mots que tu vas choisir, le ton que tu vas employer, plus ou moins sérieux, plus ou moins drôle. En fonction de ça, tout ça, ça va se lier avec ta vente et ton branding et ça va donner en fait ta personnalité. Ça va s'inclure dedans en fait, si tu veux. Et ça va jouer sur tes résultats, jouer sur tes offres, jouer sur qui tu es et jouer sur la façon dont les gens te perçoivent en fait. Donc tu veux dire que les mots définissent qui tu es? En partie. C'est-à-dire qu'en fait, les mots font partie d'un tout. Ça D'accord. tombe bien qu'on parle souvent de branding sur ta chaîne, mais c'est ça. Si on prend une marque, la marque, c'est pas que les mots, mais sans les mots, il n'y a pas de marque. Et c'est pas que le visuel, sans les mots, il n'y a pas de marque, etc. Donc en fait, les mots que tu vas choisir, la façon dont tu vas les écrire, la façon dont tu vas les tourner, les tournures de phrases, ton style, en fait, ça va faire partie de qui tu es et de quelle est ta marque, en fait. Donc c'est une des briques. C'est une des briques. Ok. Ça fait maintenant un petit moment que j'ai voulu sur Internet. D'ailleurs, tu étais là au tout début. D'ailleurs. Et j'ai pu observer que le marketing de clone agissait également au niveau du copywriting. Donc, le marketing de clone, je reprécise pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Je pourrais vous envoyer mon avocat si vous n'êtes pas là plus régulièrement. Le marketing de clone, c'est reproduire des stratégies d'une concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler. Donc, on voit beaucoup de copywriters, mais surtout beaucoup de copy branlers. Moi, j'appelle ça des copy branlers. Que penses-tu de ce mouvement qui ne cesse de se copier sans innover? Je pense que c'est le problème de toutes les expertises qu'on trouve en ligne et hors ligne d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a une expertise qui est mise en avant. Les gens se disent, voilà, je gagne de l'argent en écrivant des textes. C'est pas si compliqué. Il y a des structures type IDEA que tout le monde connaît. Je l'applique, j'écris ça pour n'importe qui, pour une marque, pour un infopreneur. Rappelle ce que c'est IDEA, juste pour si les gens ne connaissent pas. Accroche, intérêt, désir, action. D'accord. On dit si je suis cette trame-là, normalement il n'y a pas de souci. Et donc en gros, tout le monde se dit c'est génial, les mecs font plein d'argent parce qu'évidemment on parle de gens qui ont fait des millions et des millions avec ça. Donc on se dit c'est super, je vais faire exactement la même chose qu'eux. Je vais prendre les structures de base que je trouve partout gratuitement sur Internet et je suis capable d'écrire demain matin, dimanche soir je suis étudiant, lundi matin je suis copywriter pro et je bosse pour des infopreneurs, pour des marques, etc., etc. Et je pense qu'en fait c'est le problème pas que du copywriting, c'est le problème de tout. Aujourd'hui j'évolue aussi dans l'email marketing et je vois que c'est exactement la même chose. Il n'y avait pas d'email marketeur en e-com il y a encore quelques mois de ça. Aujourd'hui il y en a 10 par jour qui sortent. Ils ont tous la même promesse, ils font tous la même chose et au final Est-ce que c'est pas parce que tu y vas que tu les vois? Non, parce que moi j'étais dans l'e-com déjà avant. Donc je suis dans l'e-com depuis 2018, je fais toujours de l'e-com aujourd'hui, j'ai une marque de jeux de société. Et en fait, j'ai remarqué qu'au départ, c'était pas vrai. Déjà l'email marketing a toujours été quelque chose d'assez méprisé. Les gens se rendent pas compte de quoi ça sert, des résultats possibles qu'on peut avoir. Et en plus de ça, quand tu commences à avoir des gens qui vont aller sur les réseaux, qui vont dire regarde moi en utilisant des stratégies j'ai eu tel résultat, toujours le syndrome du shiny object. Les gens disent ça a pas l'air compliqué, il fait que ça, il gagne plein d'argent, donc j'y vais. Et les gars ils y vont. Et comme on peut sur internet se proclamer expert en 24 heures, c'est ce qui se passe en fait. Et tout le monde devient expert. Est-ce que aussi la difficulté qu'il y a ici pour le copy branding, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée? C'est-à-dire que j'ai juste besoin d'un stylo numérique maintenant, mais j'ai juste besoin de savoir écrire. Est-ce que c'est pas quelque part un problème? Même pas. C'est-à-dire que tu peux te dire je suis copywriter ou email marketeur ou n'importe quoi, quelle spécialité demain, parce qu'il n'y a pas comme tu dis, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien en fait. Tu as le droit de te proclamer expert. Je peux demain, non? Ah, tu peux. Ah bon. Et donc voilà, demain matin, si tu as envie de dire que tu es expert en copywriting ou n'importe quel autre, d'ailleurs beaucoup des spécialités qu'on a en ligne, tu peux, personne t'en empêche en fait. La différence, ça va être ce que tu vas en faire. Mais à la base,
Il y a même des gens qui se proclament experts sans avoir jamais rien fait du tout. Ok. Sans même avoir des clients, sans même rien, quoi. Bah justement, alors qu'est-ce que tu préconises pour sortir du lot alors? Bah, Enfin, que ce soit aussi bien d'ailleurs pour les personnes qui veulent se lancer dans le copywriting, mais aussi bien de l'autre côté. C'est-à-dire que pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire « Ok, j'ai besoin d'être bon dans les mots que j'emploie pour pouvoir susciter de l'émotion, parce que c'est ça à la fin, Ouais. pour déclencher la vente, qu'est-ce que je dois faire pour sortir du lot, quoi? Au moment où je vais employer un copywriter, on y viendra plus tard pour la suite des questions, mais ou si moi je veux le faire moi-même. En fait, pour moi, il y a 3 choses. La première, c'est ton offre. C'est-à-dire comment tu présentes ton offre. On parlait tout à l'heure de l'email marketing, mais c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, tout le monde a la même promesse. Et donc, si tu as la même promesse que tout le monde, tu es un clone, donc tu sors pas du lot. Donc, ça va être ton offre, ce que tu offres, ce que tu proposes, comment tu la proposes, ton branding, comment tu vas mettre en image, mettre en mots, mettre en forme cette offre, de façon à ce que ce soit pas la même que tout le monde, pas les mêmes couleurs, pas la même façon d'écrire, pas la même accroche, pas le même sous-titre, etc., etc. Et la troisième chose, c'est tes résultats, parce que les résultats, ça, on peut pas te les voler, entre guillemets. C'est-à-dire que tu les as ou tu les as pas. Tu peux avoir une super belle offre, tu peux avoir un super branding. Si derrière, finalement, t'es un imposteur, t'auras pas de résultats. Et les résultats, c'est-à-dire que si tu as une page où tu dis je génère des millions d'euros pour des gens, mais sur ta page, t'es pas capable d'avoir un témoignage d'un client, c'est bizarre. En général, la meilleure preuve sociale, c'est les gens qui vont dire j'ai travaillé avec lui ou il a travaillé pour moi et grâce à lui, j'ai fait ça. Et ça, donc si tu as une belle offre, qu'elle est bien présentée et que tu as des résultats que tu peux mettre en avant et dans ta présentation et dans ton offre, parce que tu peux faire les 3, là, tu as le trio infernal, quoi. Mais si on reprend cet exemple par rapport à Apple, il n'y a pas de résultat client. Pourtant, ils utilisent très bien les mots pour vendre un produit. Ouais, mais on est complètement sur un autre mais c'est quand level. C'est quand même du copywriting à la fin. Ouais, c'est vrai. Mais si tu regardes Apple, ils ont une telle notoriété qu'aujourd'hui, les gens n'achètent pas vraiment les produits, ils achètent Apple. Oui, mais quand tu regardes bien leur texte. Ah oui, ils sont très bien, évidemment. Et là, je pense qu'ils ont une expertise dans le copywriting, tu vois. Ils ont une expertise de copywriting, ils ont une très très grosse expertise de design. Design axé conversion, parce que c'est magnifique ce qu'ils font. Mais ils sont dans un tel niveau d'autorité qu'en fait, même si tu changeais ces textes, en réalité, même si tu mettais pas de texte, je suis sûr, ou presque pas, ça marcherait quand même. Mais eux, ils sont vraiment... Le problème d'Apple, c'est que tout le monde compare à Apple. Or, tu peux pas comparer à Apple. Mais si tu regardes, il y a leur création de leur slogan, Think Different, c'est du copywriting. Bien sûr. Mais ça, c'était un très bon copywriting à l'époque. C'était des mots. Ouais. Et pourtant, c'est des mots, c'est ce qui a fait ça. C'est exactement son accroche qu'il avait eu avec l'iPod au tout début, quand c'était 10 000 chansons dans la poche, quelque chose comme ça. C'était magnifique. Parce que tu avais tout, en très peu de mots, tu avais tout. Tu avais le bénéfice, tu avais le côté portable, petit, tu avais la différence avec le marché, enfin, tu avais tout en quelques mots. Donc ça, oui, c'est magnifique. Tu peux le faire. Bon, justement, peux-tu me donner un exemple de marque qui t'a surpris dans son copywriting et pourquoi? Moi, j'aime bien ce qui est un petit peu différent dans la forme. J'ai toujours bien aimé. On se connaît depuis longtemps. Tu sais, j'ai toujours aimé les accroches un peu marrantes, un peu drôles, un peu différenciantes de ce qui existait sur le marché. Et il y a 2-3 marques que j'aime bien. Il y a une marque américaine qui est une marque de papier toilette. Je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Who Gives a Crap. Et en fait, ils se sont attaqués à un marché qui était pour le coup pas sexy du tout. Vendre du papier toilette, c'est un truc ultra saturé, tout le monde peut le faire, toutes les marques de distributeurs le font. Et ils sont arrivés en disant... qui a assez peu de valeur en plus. En plus, ça n'a pas de valeur. Et à part jouer sur c'est plus ou moins épais, il ne se passe rien en fait dans ce milieu-là. Et les gars sont arrivés en se disant voilà, on va prendre cette marque-là, enfin cette niche-là. On va prendre en gros une cause à défendre parce qu'ils ont été sur l'éco-responsabilité. Et en plus de ça, ils se sont dit on va avoir un copywriting qui est très drôle, à la limite border, parce que quand tu parles de papier toilette, t'as quand même un sujet assez placé, si tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, ils ont réussi à avoir un copywriting très intelligent, très drôle, sans être graveleux. Et c'est une super marque. Je conseille aux gens qui connaissent pas d'aller voir. Ouais. C'est 20 millions de CA depuis 2012, que sur du papier toilette quand même. Mais comment ils ont fait alors pour se différencier? En fait, ils ont fait le copywriting complètement différent, avec des blagues qui sont toujours un peu drôles. Ils ont créé des packaging qui sont différents. T'as des papiers, genre le papier toilette d'urgence, tu vois, qui est tout rouge avec marqué emergency, tu vois. Plein de choses comme ça. Et ils ont beaucoup axé sur l'éco-responsabilité aussi. Donc en fait, ils ont mixé les deux et le truc est top. Il y a une autre marque que j'aime bien aussi, c'est Michel et Augustin, qui est une marque pareille dans une niche qui est pas exceptionnelle à la base, c'est-à-dire des yaourts, des mousses au chocolat, etc. Dans ce milieu-là, il y a pas grand-chose de très intéressant. On parle en gros de la saveur et encore. Et en fait, eux, ils sont arrivés avec un copywriting complètement décalé. C'est beaucoup de jeux de mots, beaucoup de blagues sur justement l'univers des produits. Et en plus, les deux fondateurs se mettent beaucoup en scène.
de Ils façon. se déguisaient pas en vache Si, ou un truc ils se comme déguisent ça un peu, c'est un peu, voilà, c'est, bon, tout n'est pas extraordinaire, Oui. mais en tout cas, ils ont eu le mérite d'arriver dans un milieu qui était pas très fun, et de faire quelque chose complètement décalé, et c'est grâce à ça, parce qu'on voyait pas ça en grande surface. Il y avait pas de jeux de mots sur des emballages, il y avait pas de blagues, il y avait pas de trucs un peu border. Et ils sont arrivés, et en fait, c'est ça qui a fait une grosse partie de leur succès, c'est ça. Ce qu'a fait aussi d'ailleurs Monoprix sur leur package. Tous les packages Monoprix aujourd'hui ont des jeux de mots. Ah ouais. Et donc en fait, ça aussi c'est très drôle parce que Monoprix, pareil, marque de distribution, il y a pas de distributeur, il n'y a pas grand chose, mais eux sur tout ce qu'ils font, floquer Monoprix, il y a des jeux de mots sur tous leurs emballages. Faut pas que ce soit un jeu de mots lait aussi. Pour Michel Augustin. Non, un jeu de mots lait, L-A-I-D, mais jeu de mots un jeu de mots lait, comme l'œuf, ouais. Mollet. Allez. Ok, est-ce que tu aurais une autre marque parce que là c'est super intéressant. Non, c'était les trois que j'avais en tête là vraiment. Ah non, tu m'en as donné deux. Ouais, mais le troisième c'était Monoprix. Monoprix, pardon. Monoprix. Parce qu'en fait, on le sait pas parce que Monoprix c'est pas une marque qui fait beaucoup de publicité. Ouais. Donc en fait, c'est assez voilà, et en fait c'est en me rendant sur place que j'ai vu que mais vraiment l'intégralité de tous les produits qu'ils créent eux-mêmes, donc de marques de distributeurs Monoprix, il y a un jeu de mots. Et c'est très drôle parce que pour le coup c'est vraiment sur n'importe quoi. Ça peut être sur des endives, ça peut être sur voilà, des assiettes, ça peut être sur de l'eau. Ouais. Faut dire que je n'ai pas Monoprix, mais il faudrait que voilà, j'aille je vous invite à regarder. Ouais. C'est très très drôle. Il y a plein d'exemples là-dessus. Bon, il faut que je vous dise un secret. En vérité, je vous ai pas tout dit. Dans mes études de cas, je traite de sujets populaires afin d'attirer un maximum de personnes sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas intéressé par les sujets précis que je vise, c'est-à-dire la créativité, l'innovation et l'image de marque. Et à vrai dire, dans ces études de cas, je n'entre pas en profondeur puisque ce sont des sujets populaires. Le nectar que je réserve concernant l'image de marque, la créativité et l'innovation se trouve à l'intérieur de mon mensuel, la tanière. C'est un mensuel qui vous est envoyé directement par la poste. Si vous avez une idée d'entreprise ou que vous êtes déjà entrepreneur et que vous sentez que vous différencier est primordial pour la survie de votre activité, ce mensuel, il est indispensable. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir le recevoir. Cliquez dessus, vous entrez votre email et vous aurez toutes les informations. Ah, un petit détail qui a son importance. En vérité, il ne s'agit pas que d'un simple mensuel papier, puisqu'il y a aussi des contenus cachés supplémentaires à trouver. Oui, j'utilise la gamification pour mes produits, ça augmente l'expérience client. Allez, on enchaîne tout de suite avec la suite de cette étude de cas. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça voudrait dire qu'en fait le copywriting et le storytelling sont très liés. Ouais, bien sûr, c'est forcément lié. Et en plus, ce qui est bien, c'est que l'intérêt du copywriting, c'est de retenir l'attention. On parlait tout à l'heure des clones. Si tu écris exactement la même chose que tout le monde, si tu fais un papier toilette, double épaisseur, triple épaisseur, bah c'est ce que tu vois partout, donc personne te retient. Par contre, si tu arrives et que tu fais des blagues, entre guillemets, de cul, mais bien faites, tu te retrouves à être voilà, dans la mémoire des gens, les gens s'en rappellent, ils trouvent ça drôle, et juste parce que c'est décalé, et qu'en plus la cause derrière est belle, c'est-à-dire qu'il y a les co-responsabilités, ce qu'on disait, la valeur. Ils ont des belles valeurs, ils font ça bien, ils ont des jolis packaging, le tout cumulé, bah, ça te fait que bah, tu t'y vas, t'achètes en fait. Le tout cumulé? Le tout cumulé fait que t'achètes, et si en plus le produit est bon, et je pense que c'est le cas, puisque ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là, et ben tu te retrouves avec une marque qui... On va arrêter avec les blagues pourries, parce que ça, je ne veux pas arrêter. Il y en a beaucoup, ouais. Ok, bon, merci pour l'exemple. C'est quand même délicat de faire ressentir ces valeurs à travers simplement des mots ou à travers simplement une page ou simplement un emballage aussi, puisqu'on a donné l'exemple de Monoprix ou Michel Augustin. Donc, est-ce qu'il faut déléguer cette partie ou le faire soi-même? C'est une vaste question. C'est une vaste question parce que, en réalité, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, quand tu crées une marque, une vraie, ou un produit, ou peu importe ce que tu fais, personne n'est mieux placé que toi pour en parler. Et personne d'autre n'aura le ton que tu as, à l'écrit, à l'oral, etc. Même si on te dit comment faire, voilà, la personne qui te dit comment faire ne pourra jamais faire ce que toi tu vas faire. Maintenant, c'est comme toutes les expertises, c'est compliqué d'être bon partout. D'ailleurs, on ne peut pas être bon partout. Donc, en général, tu te concentres sur quoi tu es bon. Si l'écriture, c'est pas ton truc, le problème qu'il va y avoir, c'est que tu vas te forcer et tu vas pas réussir à faire ce que tu veux. Et tu auras presque plus intérêt à partager ce que tu veux dire à quelqu'un dont c'est le métier et qui sera capable de mettre, entre guillemets, en musique ce que toi, tu as dans la tête, plutôt que d'essayer de toi-même, parce que souvent, c'est comme le design. Tu peux te dire, j'ai de super idées, moi je voudrais ça sur mon site, je voudrais faire ça ou un emballage comme ça, mais c'est pas parce que tu sais ce que tu veux faire que tu sais le faire. Et donc, tu es obligé de passer par des gens. Donc, déjà que tu arrives à le faire comprendre. Déjà. Alors ça, bah, encore les mots. Ouais. Déjà, il faut réussir à le faire comprendre. Ouais. Et même quand tu
pense bien expliquer les choses parfois. Le rendu n'est pas forcément celui que tu veux. Exactement. Mais voilà, dans tous les cas, il faut à mon avis, que ce soit sur le copywriting, le design ou autre d'ailleurs, passer par des gens dont c'est le métier, sauf si tu sens que tu peux le faire. Je parle du copywriting là en question. Si tu as quelque chose, si tu aimes écrire, si tu sais le faire. En fait, l'avantage du copywriting, c'est que ce sont des grands principes. Les grands principes sont toujours les mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cite toujours les mêmes copywriters depuis des années. Parce qu'en fait, les grands principes ne bougent pas. Si tu le dis souvent, c'est comme les tendances. Ça suit pas des tendances, en fait. C'est des grands principes qui sont immuables et qui sont immuables pour n'importe quelle niche, n'importe quel produit, n'importe quel univers dans lequel tu vas aller, ça marchera pareil. Donc, à partir du moment où tu sais jouer avec ça, tu peux faire tes textes. Mais si c'est pas quelque chose que tu sens, si t'es pas à l'aise avec ça, tu vas te forcer et tu n'auras jamais le résultat que tu veux. Donc, dans ces cas-là, il faut passer par quelqu'un. Donc tu dis quand même qu'il y a quand même des grands courants dans le copywriting, et puis c'est à toi d'adapter en fonction de ces En fait, courants. c'est des Il n'y a pas principes. que AIDA, quoi. Non, il n'y a pas que AIDA, il y en a plein d'autres. En fait, il y en a plein qui existent. Mais en réalité, tu disais tout à l'heure, c'est quoi le copywriting? C'est comprendre ce pourquoi les gens achètent, c'est les bénéfices, c'est ta transformation, c'est ce que ça va t'apporter. Et une fois que tu sais jouer sur le bénéfice de ce que tu vends et les émotions qui vont créer cet achat pour arriver à ce bénéfice, en réalité, si tu arrives à mettre tout ça sur papier, après, si tu as un minimum de skill d'écriture, tu peux le faire tout seul. Ouais. Mais après, voilà, ça prend du temps. Oui. C'est pas quelque chose, on en parlait tout à l'heure, des gens qui arrivent du jour au lendemain. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Si t'as pas, il faut s'entraîner, il faut le faire. C'est long, c'est comme tout, en fait. Tout vient avec la pratique, quoi. Dans un numéro de La Tanière, il parle du branding. La Tanière, c'est un mensuel papier qui est envoyé dans votre boîte aux lettres, où c'est le nectar de ce que je peux proposer concernant l'image de marque. Vous aurez un lien en description. D'ailleurs, Gauthier a travaillé avec moi sur ce projet. Il a géré le copywriting, puisque c'est quelque chose où j'estime que je suis pas bon, même si je sais ce que je veux. Donc, c'est un terme un peu grossier, donc le branding. Mais après tout, ça permet aussi de facilement créer une image dans la tête des gens. Le branding, donc tu vois, ou copy branding pour le copywriting, c'est le copy branding, les ennemis, et pour le branding, c'est le branding. C'est comme ça que je les ai nommés en tous les cas. Donc cette vision, elle peut être appliquée avec le copy branding, comme je viens de le dire, mais je vais te citer des textes que j'ai pu retrouver sur des pages de vente. Et tu devras les définir en copy branding ou en copywriting. Ok? Allez. L'exercice n'est pas facile. Non. Donc, est-ce que tu es prêt? Ouais, surtout quand c'est extrait de quelque chose. Ouais. Donc, surtout que je le sors du contexte. Voilà. Donc, voilà. Bon, le but, c'est pas de citer ou quoi, mais c'est des vraies pages. Je suis vraiment allé chercher quelques trucs et c'est des vraies pages. J'ai juste changé quelques mots pour pas qu'on puisse retracer le truc. Et je ne dirai pas qui c'est, ça n'a aucune importance. C'est juste pour l'exemple. Alors, t'es prêt? Vas-y. Donc, copywriting ou copy branding? Ou les deux. Ou peut-être les deux, effectivement. Alors, commençons. Le mastermind Poulpe X réunit le top des entrepreneurs francophones qui souhaitent dépasser le million de chiffre d'affaires dans les 12 mois. Cette aventure humaine et professionnelle changera à jamais votre vision des choses et vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Copy branding ou copywriting? Moi, personnellement, j'ai un peu de mal. En fait, c'est difficile de dire soit l'un, vraiment complètement l'un ou vraiment complètement l'autre, parce qu'il y a des choses intéressantes. Je comprends l'accroche sur tu veux cibler les personnes qui veulent avoir un tel chiffre d'affaires, bon ça c'est bien de le citer, mais le problème du reste de la phrase c'est que ça veut rien dire, quoi. Meilleure version de soi-même, ça veut rien dire. Dépasser, ça veut rien dire en gros. En fait, on ne perçoit pas de bénéfice vraiment, quoi. On se rend pas compte à quoi ça. Ça manque de spécificité. Bah, c'est pas assez précis. Il n'y a pas de bénéfice évident. Moi, moi, je veux bien dépasser ce chiffre d'affaires, mais c'est quoi c'est quoi la phrase? Je me souviens même plus de la fin exactement. Cette offre est réservée aux entrepreneurs générant déjà entre 20K et 100K par mois et qui veulent passer au niveau supérieur. Ah non, ça c'est celle d'après. Ouais, pardon. Je peux entendre ça. Il réunit le top des entrepreneurs francophones qui souhaitent dépasser le million de chiffre d'affaires dans les 12 mois. C'est ça, c'est trop vague. À part je comprends le but du chiffre d'affaires, mais entrepreneurs, lesquels? Parce qu'en fait, c'est extrêmement vague. Bah oui. Qui, quoi, quelle spécificité ou quelle niche? Bah oui. Le top de quoi? Par rapport à qui? En fait, c'est extrêmement. À part ce chiffre du million qui peut être un curseur intéressant dans le titre, mais tout le reste, ça n'a pas de. Après, c'est pas toujours facile. Je dis pas qu'encore une fois, c'est sorti d'un contexte. Il y a certainement une page derrière, mais pris comme ça tout seul, moi, je sais pas à qui ça parle, quoi. Tu veux pas être la meilleure version de toi-même? Bah, je sais pas. Ne suis-je pas déjà la meilleure version de moi-même? Cette offre est réservée aux entrepreneurs générant déjà entre 20K et 100K par mois et qui veulent passer au niveau supérieur. Copy branding ou copywriting? Bah,
en grande partie, enfin c'est un copywriting / branding, parce que problème, ok pour la spécificité du chiffre d'affaires, mais j'imagine encore une fois que c'est ciblé sur une page précise, donc les gens doivent savoir de quoi ça parle, mais là en l'occurrence ça parle de chiffre d'affaires. Alors tu sous-entendrais que ce serait des pages qui seraient des offres qui seraient envoyées à des gens déjà ciblés et pas du trafic où tout le monde peut arriver dessus? En tout cas, faudrait mieux pas, parce que si moi je sais de quoi je parle. Je dis n'importe quoi. C'est sur du e-commerce ou sur de l'immobilier. Je suis boulanger. Voilà. Je tombe dessus. Voilà. Mais ça parle à qui? Je sais pas. Sauf si je suis la personne qui a mis ça, je sais sur quoi je tombe. J'ai cliqué en connaissance de cause et à ce moment-là, j'arrive sur une page où je connais le sujet et donc je peux me dire que les X cas à réaliser sont liés à ce sujet-là à la rigueur, ok. Mais alors le niveau supérieur, moi, je suis meilleur supérieur de quoi? C'est toujours le même problème. Peut-être qu'il parlait de l'ascenseur. Peut-être. C'est peut-être une marque d'ascenseur. Et là, ça a du sens. Là, on serait top du top. Là, oui, ça serait pas con pour une marque d'ascenseur. Oui. Là, si tu veux, ce serait un très bon slogan. Ah oui. Si vous voulez passer au niveau supérieur. Ouais. Connais, tac. Vous envoyez le chèque. Voilà. Dernière phrase. Ah non. Il y en a encore deux. Comment changer votre vie grâce au e-commerce en 2021? Copy branding ou copywriting? Super branding, non? Parce qu'il n'y a rien du tout. Encore une fois. C'est tiré d'une vraie page. Hein. Ouais, non, mais c'est comme je sais que tu t'es plus spécialisé dans l'e-commerce. Je suis parti chercher des offres dans l'e-commerce. Je suis tombé sur ça. Est-ce qu'on peut changer sa vie et comment changer votre vie? C'est ça, en fait. Encore une fois, ça manque de spécificité. On ne sait pas. J'imagine peut-être qu'il y avait un sous-titre. Mais quand bien même, la phrase, elle est très bateau, pour le coup. Changer de vie, on entend beaucoup ça. C'est toujours un peu la même chose. Liberté financière, géographique, c'est un peu toujours ça. Mais là, ils vont même pas aussi loin que ça. Ce qui est juste changer de vie grâce à l'e-commerce. C'est-à-dire peut-être tu as un super niveau de vie aujourd'hui, tu vas te lancer dans l'e-commerce, tu vas foirer, tu auras une vie de merde après. Voilà, j'ai changé de vie, tu vois. Et puis changer de vie par rapport à quoi? Par rapport à quel curseur? D'argent? Est-ce qu'on parle C'est ça. Ce que je dis, c'est tel quel, ça n'a pas de personne, enfin, ça peut pas te parler en fait. Mais est-ce que ces différentes phrases qu'on a vues, en fait, ils ne sont pas victimes d'une sorte de syndrome, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans un milieu et donc ils pensent, les personnes qui ont écrit ces pages, je ne sais pas si c'est des copywriters ou pas d'ailleurs, hein, mais ils pensent que puisqu'ils évoluent dans cet environnement, tous les gens qui vont voir cette page évoluent dans leur environnement, donc ils vont comprendre tout de suite et implicitement ce qui est écrit. Donc, c'est pas du copywriting, puisqu'il n'y a pas de levier de copywriting dedans. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de transformation. Il faut que ce soit spécifique aussi. Il n'y a pas d'émotion, comme on disait tout à l'heure, ça joue pas sur quelque chose en particulier. Il n'y a surtout pas du tout de spécificité. Oui, parce que dans le copywriting, il faut accepter aussi donc d'être spécifique pour pouvoir éloigner des personnes qui ne correspondraient pas à son offre. Mais bien sûr. C'est d'être clivant, on l'a déjà dit plein de fois. Mais comme on dit tout à l'heure, les choix des mots que tu vas faire, le ton que tu vas employer, les phrases que tu vas faire en fonction de la façon dont tu vas les tourner et les présenter, tout ça, ça va parler à des gens et pas à d'autres. Bah oui. Mais si tu sors des phrases bateaux du style changer sa vie en 2022 ou en 2021, ça n'a, ok, tout le monde est ok. Tout le monde te dira ok, super. Mais t'accroches pas quelqu'un avec ça. Quelqu'un qui lit ça, parce que l'accroche de la phrase est censée être ce qui va faire que les gens vont lire de suite. C'est comme l'objet de l'email, etc. Si t'as un truc ultra bateau de base, moi, je tombe là-dessus, j'ai pas spécialement envie de lire le reste de la page. Parce que j'ai même pas compris, en fait, à quoi ça sert. Et comme on sait que sur Internet, ça va très très vite, la volatilité des gens, elle est folle. Ça dure quelques secondes. Tu tombes là-dessus, voilà, sans plus, tu vois. Je suis en train de regarder la télé, je mange un gâteau, je fais autre chose. Obtenez, c'est la dernière? Oui, c'est la dernière. Obtenez une aide personnelle en direct tous les jours, réseautez avec d'autres propriétaires d'entreprises et bénéficiez d'une formation et d'un soutien continu, et bénéficiez d'une formation et d'un soutien continu, pour des cacahuètes. Copy branding ou copywriting? Alors, c'est plus précis, pour le coup. Ouais. C'est plus précis. Et puis il y a un petit truc. On sent qu'il y a une petite volonté d'être plus précis dans ce qu'ils veulent, de dire qu'il y a d'autres chefs d'entreprise, donc on sait à qui tu t'adresses, que tu auras du réseautage, que tu auras le fait que tu aies le côté suivi personnel, ça les gens ils aiment bien. Donc il y a on va dire qu'il y a plus de détails et d'efforts dans celui-ci. Je dis pas qu'il est parfait, à mon avis, loin de là, mais en tout cas. C'est peut-être le meilleur des quatre. C'est peut-être le meilleur des quatre. Pour des cacahuètes aussi, je trouvais ça sympa. Ça, c'est moi, ça changeait. Voilà. C'était vraiment écrit pour des cacahuètes? Ouais. Ah oui, pour le coup, je croyais que c'était le Non. C'était vraiment. C'est pour ça que pour le j'ai trouvé coup. Ça sympa. Alors là, pour le coup, oui. Là, t'as un petit hook bizarre de fin qui en plus dénote complètement le début de la phrase où c'est très
réseauté avec des chefs Ah ouais. d'entreprise, etc. Machin. Et à la fin, cacahuètes. Cacahuètes. Là, Peut-être pour le que coup, pendant le réseau, tu peux manger des cacahuètes, c'est peut-être ça. Moi, c'est ce que Peut-être. j'avais pensé quand j'avais. mais là, pour le coup, tu lis ça, tu te dis, ah bah tiens, je vais lire la phrase après. Hmm. Et là, pour le coup, c'est bien fait. C'est un peu entre les deux. Voilà. On va dire que c'est le mieux des quatre. La fin, enfin, on va dire que ce qui est bien là-dedans, on va dire que c'est un peu plus précis. Il y a le petit hook différent à la fin. Voilà, ça peut fonctionner. Ça sera peut-être à reprendre, mais en tout cas, ça peut être sur les quatre, c'est celui qui marcherait le mieux. Ouais. Mais en fait, de tout ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut sacrément se prendre la tête sur les mots. Moi, je vois par exemple pour le choix de mes vignettes sur YouTube, pour le choix des titres que je mets sur YouTube, je passe peut-être presque autant de temps qu'à concevoir et à réaliser des vidéos. Donc c'est pareil pour le copywriting. Me dis pas qu'il faut se prendre la tête aussi. Ah si, il faut se prendre la tête de ouf. Et si, il faut se prendre la tête. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens pensent qu'il faut pas se prendre la tête. Mais en réalité, il faut se prendre la tête. Et quand tu lis quelque chose et que tu as l'impression que la personne, que ça marche bien, mais qu'elle s'est pas pris la tête, c'est qu'il a super bien fait son travail. Parce qu'en vrai, le copywriting, c'est comme tout le reste, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de pratique, c'est comme l'écriture en général. Non, mais là, ils ne sont pas pris la tête, là, dans ce qu'on a dit. Non, pas trop, là. Mais quand donc c'est peut-être qu'ils nous fait exprès. Pour qu'on pense que... Bah non, parce que l'effet n'est pas bon, parce que ça hook pas. Donc si ça hook pas... Donc c'est quoi le but, en fait, du copywriting? Départ, on va dire la première headline, c'est quoi? C'est de susciter l'intérêt. C'est ça, uniquement. Qui reste. C'est ça. En fait, c'est d'accrocher. C'est vraiment que faut que la première phrase donne envie de lire la deuxième. Tu peux partir que de ça. Okay. Et pour que ça arrive, il n'y a pas 50 solutions, c'est faut que la personne, dans cette première phrase, y trouve un intérêt, voire un objectif, et si elle a tout, c'est encore mieux. En fait, idéalement même, dans ta ligne de flottaison, finalement, si tu prends un site, par exemple, il faudrait que la partie haute, donc on va dire le header, ta headline, ton sous-titre, et vraiment ce qui est visible sans scroller, résume l'intégralité de ce que tu vas avoir dans ta page. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué, parce que tu as très peu de mots pour le faire. Plus ça va être long, plus ça va être imbuvable. Donc, il faut le faire en quelques mots. Ah oui, je vois certaines pages, c'est très long. Ah ouais, mais c'est pas le problème. Il y a des gens qui font des très très longues pages de vente. Il y a même encore aujourd'hui des copywriters américains qui font des pages qui font 30, 40 pages. Mais en fait, c'est pas un problème de taille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tant qu'il y a des choses à dire, il faut le dire. Comme un bon livre. S'il est bon, tu vas jusqu'au bout, qu'il fasse une page ou tant qu'il fasse 200 pages. Tant qu'il y a des choses à dire et que c'est intéressant, il faut les mettre. Si tu as l'impression que tu commences à broder, c'est mort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut écrire, laisser reposer, revenir. Et souvent, quand tu reviens, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de mots, tout un tas de passages qui servent à rien. Toi, comment tu fais justement pour toi en tant que personne qui pratique, je sais pas si on dit cette discipline, cette expertise, on va dire. Comment tu fais toi justement pour te tenir au fait, pour améliorer tes techniques, pour te remettre en question, pour améliorer la qualité de ce que tu fais? L'avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les principes sont toujours les mêmes. Ça change pas. Donc en fait, la seule chose qui va faire la différence dans le copywriting, c'est la pratique. C'est le fait d'écrire. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours les mêmes. En fait, tu as toujours une phase de recherche avant d'écrire. Tu es obligé de chercher les bénéfices, les émotions. Il y a même un acronyme qui s'appelle le SONCAS. Je sais pas si tu connais. Non. Le SONCAS, c'est justement une technique. On va pas détailler, c'est un peu long, mais en gros, qui te permet d'identifier SONCAS, SONCAS. Okay. C'est une technique qui te permet d'identifier les leviers, les émotions en fait, qui vont être utiles pour vendre. En fait, c'est ce qui crée ton argumentaire. Tout le monde parle d'AIDA, mais en fait, SONCAS, c'est pas mal aussi, parce que tu vas aller un peu plus loin, parce que tu vas aller chercher justement les émotions déclencheurs. Et en fonction de ça, tu peux donner un exemple? Reprenons l'exemple du papier toilette, on peut? Attends, je réfléchis si j'en ai une déjà qui me vient. Ou une autre. Hein. Peu importe, en fait, tu vas jouer sur, par exemple, tu vas jouer sur la peur. Parce que pourquoi la peur, c'est la première émotion des humains. Ça, c'est quoi la peur par exemple? Donc, par exemple, si tu vends quelque chose, non pas le papier toilette, mais si tu vends par exemple, si la peur, ça pourrait être les maladies, ou par exemple, tu vends une alarme, ça va être sur le fait de te faire cambrioler, le fait de te faire voler tes biens, ce que tu as hérité de tes grands-parents, etc., etc. La peur, c'est un très gros levier marketing pour le coup, et ça fait partie du SONCAS. D'accord. Et c'est quelque chose qui marche très bien parce que c'est la première peur des humains. Par contre, tu peux pas faire la peur pour tout. Le McDo, tu vas pas jouer sur la peur, tu vois. Mais par contre, c'est dans certaines niches, c'est un super levier. Par contre, faut faire attention, il faut non plus être dramatique. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une peur que tu peux être identifiée en fonction de ton produit et avec lequel tu vas pouvoir créer un argumentaire qui, pour le coup, comme tu vas jouer sur le fait que les gens potentiellement vont perdre quelque chose, ça va être dangereux, peu importe. Et ben du coup, ça déclenche la vente. Donc c'est l'aversion à la perte, c'est ça? C'est ouais. Là pour le coup. Si tu fais pas ça, tu vas perdre ça. C'est ça. C'est une des possibilités. Hein. D'accord. Et en général, on explique que dans une page de vente,
il faut jouer sur 3 émotions maximum. Parce que si t'en mets plus, c'est confusant pour les gens. Et au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Donc en gros, faut jouer entre 1 à 3 émotions. Et ça, je vous invite à regarder le Soncast, pour le coup, c'est assez bien expliqué. Ok. Très bien. Est-ce que tu aurais un livre à recommander qui t'a aidé directement dans ton parcours ou indirectement dans ton parcours d'entrepreneur? Ouais, c'était un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Très longtemps. J'en avais fait une vidéo à l'époque où j'avais une chaîne YouTube, la première. The Borrow Letters. The Borrow Letters, qui est de Gary Albert, qui est un super livre. Super livre pour plein de raisons, en fait. D'abord parce que c'est pas un livre de business, techniquement. C'est-à-dire qu'en fait, Gary Albert est allé en prison, il a eu un petit problème de fraude, il est parti en prison. Pourquoi il a eu un problème de fraude? Il a eu un problème de fraude dans son business. Okay. Bon, bref, il a pris X mois de prison. Il est parti en prison, il s'est dit, voilà, qu'est-ce que je fais en prison? 2 choses. Il s'est dit, je vais prendre soin de moi. Donc, il s'est mis dans un régime alimentaire, un machin, exercice, tout ça. Et il s'est dit, j'ai plein de connaissances, parce qu'il était déjà très connu. Et il a dit, je vais partager, en fait, à mon fils, tout ce que je sais sur le business, tout ce que j'ai sur le copywriting, et le marketing d'ailleurs. Et pour ça, je vais lui écrire des lettres. Donc, tous les jours, il écrivait des lettres, elles sont datées. Et il lui envoyait. Et en fait, le cumul de toutes ces lettres ont créé ce livre, qui vient du nom de la prison, en fait, de Borrow, en fait. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est pas juste un livre sur le business où on te dit, pour faire du copywriting, il faut faire ça. C'est qu'en fait, comme il parle à son fils, il raconte. Donc, c'est vraiment du storytelling. Il raconte son quotidien. Et ensuite, il mêle toutes les stratégies de copywriting qu'il connaît et il lui explique au fur et à mesure, comment les intégrer dans son business, comment s'en servir, etc. Et ce qui est très bien, c'est que c'est facile à lire. C'est bourré d'infos. Et en plus, c'est presque un roman. Parce que du coup, il raconte sa vie dedans. Et du coup, c'est hyper digeste à lire. C'est pas du tout le truc pompeux. Et c'est pas du tout le truc corporate, business qu'on peut penser, quoi. Donc super bouquin pour découvrir le copywriting. Et même le style d'écriture, en fait, pour le coup. Mais il n'existe pas en français, je crois. Je crois pas. Ouais. Il doit exister qu'en anglais. Il faut lire en anglais, ouais. Okay. Très bien. Et pour le coup, il est pas compliqué à lire. Bon, Gauthier. Oui. Est-ce que je peux te demander de me faire confiance? Oui. Est-ce que tu peux me tendre ta main? Est-ce que tu peux fermer les yeux? Et une fois que je vais te donner cet objet dans ta main, oui. Tu refermes ta main, oui. Et tu gardes les yeux fermés. D'accord. On est d'accord? Oui. Vas-y. On ferme la main. Oui. C'est gros, Oui. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce qu'il y a dans ta main. Tu sais ce que c'est? Dis-moi. C'est la pierre du temps de Doctor Strange. Elle te permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que tu dirais au toi enfant? Très très bonne question. Investis dans le Bitcoin et c'est tout. Non, je plaisante. Je lui dirais de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, mais de le faire beaucoup plus tôt que ce que j'ai fait. J'ai perdu beaucoup de temps. Et une chose aussi très importante dans le business, je pense, c'est de te faire confiance et de gérer seul ton bateau. J'ai eu pas mal de déconvenues à cause de ça, en pensant que travailler avec d'autres personnes à un niveau égal, ça me permettrait d'aller plus vite, plus loin. Et c'est pas toujours vrai dans le business en ligne. Ce qui est bien, c'est de se faire confiance, de bosser pour soi, d'être seul à mener sa barque. Ça n'empêche pas de bosser avec des gens, mais fais attention aux associations et fais-toi beaucoup plus confiance, parce que dès le début, j'avais des idées qui en réalité étaient des vérités, mais j'étais pas sûr de moi, et en fait, c'était des vérités. Donc voilà, fais-toi confiance, bosse solo, mène ta barque, et écoute un peu les autres, mais pas trop quand même. Eh bien, merci Gauthier, mais avant de terminer, Gauthier, j'ai une autre question à te poser. Oui. Quel entrepreneur ou personnalité tu aimerais voir sur ce siège en interview sur ma chaîne? Entrepreneur ou personnalité que tu connais personnellement, je précise. Eh ben, j'aimerais bien voir quelqu'un dont on ne parle pas du tout, pour le coup, que tu connais un tout petit peu parce que tu as échangé avec lui, qui s'appelle Maxime Ducarteron. C'est le cofondateur de l'agence Start & Brand. Et c'est vraiment un type très smart, exceptionnel. C'est un jeune, mais il a beaucoup d'expérience dans ce qu'il fait. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une agence de web design qui est axée optimisation.
Et c'est suffisamment rare pour en parler. C'est-à-dire qu'en fait, ils font la création de sites, principalement de sites e-commerce, mais ils ont une vraie vision marketing, puisqu'ils font du design conversion. En fait, ils sont deux. Donc, c'est Maxime qui a créé avec son ami, qui s'appelle Solène. Elle est vraiment toute la partie design, et lui, c'est vraiment le marketeur. Et c'est quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances aussi, et qui mérite vraiment d'être connu. Il commence à avoir une petite visibilité sur des plateformes comme Twitter, où il est passé de quelques dizaines à près de 7000, plus de 7000 aujourd'hui, je crois, followers. Il a beaucoup de contacts grâce à cette plateforme. Mais il n'est pas encore très connu dans ce milieu-là. Par contre, vraiment, comme c'est très rare d'avoir des gens qui font pas que du design ou que du marketing, ils ont vraiment ce match entre les deux qui marche super bien. Et je conseille vraiment aux gens d'aller voir qui ils sont, Start & Brand. Et ce serait vraiment très intéressant que tu l'interviewes parce que c'est un mec vraiment intéressant. Ouais, j'ai échangé un petit peu avec lui, ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Comment tu les as connus? En fait, à la base, à une époque, j'étais sur une histoire de formation e-commerce et je cherchais des intervenants. Et il s'avère que je connaissais quelqu'un qui avait travaillé avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont issus du milieu du drop. Donc en fait, à cette grande époque où on faisait des sites en série, des sites pas chers, mais voilà, ça débitait. Et eux, ils avaient déjà ce poste entre guillemets de web design conversion, mais très clairement dans un univers qui leur allait pas. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils aimaient le travail bien fait, ils aimaient le suivi client, ils aimaient vraiment aller dans le deep, dans le précis, faire des choses vraiment intéressantes long terme. Or, l'agence dans laquelle ils étaient, c'était pas ça. C'était vraiment du débit. C'était vraiment lié à cette époque drop où c'était on fait vite et de toute façon, ça se trouve, le site dans 2 mois, il n'existe plus. Aujourd'hui, ils ont quitté ça. Ça s'est terminé. Ils ont réouvert leur agence, que tous les deux, pour le coup, au départ. Et ça a pris un petit peu de temps avant de démarrer, mais là, ça a vraiment bien pris. Et aujourd'hui, ils ont une vision, voilà, et des valeurs qui sont vraiment extraordinaires pour le coup, qui sont vraiment axées long terme, du vrai e-commerce. Ils bossent avec des grosses marques. Et ils sont bonne pub, là. C'est une bonne pub. Pour le coup, il va pouvoir t'envoyer un chèque. Je le fais vraiment avec grand plaisir parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille. On a fait plusieurs projets ensemble. Il est toujours de plus en plus surprenant parce qu'il vient, comme il se documente beaucoup, il apprend beaucoup et il va retranscrire très vite et implémenter ce qu'il apprend très rapidement. Et il est suffisamment smart en plus pour faire le tri entre justement ce qu'on disait tout à l'heure, le mass market, ce que tout le monde voit, ce que tout le monde fait. Et lui, il va aller chercher les petites infos à gauche à droite et te faire des squelettes de sites et des trucs qui marchent vraiment très bien. Donc je vous invite à le découvrir si vous ne le voyez pas sur la chaîne encore en tout cas. Il s'appelle Maxime Ducarteron, c'est Start & Brand. Très bien, on mettra le lien dans la description. Merci beaucoup Gauthier pour cet entretien. Avec plaisir, j'espère merci que ça donnera aux gens l'envie de te contacter. En tous les cas, je mettrai les liens qu'il faut en description si vous voulez contacter Gauthier. Et puis avant de quitter, j'aimerais finir sur cette punchline. Ne confondez pas copy branding et copywriting. Attends, je crois que j'ai mieux que ça pour toi. Il ne faut pas être l'énième copie de la énième copie, sinon vous vous transformerez en photocopieur.